Bien, nous allons donc continuer avec notre formation en administration des bases de données avec MySQL. Et dans ce cours, nous allons donc commencer vraiment de A à Z avec le langage SQL. Vous voyez donc, jusqu'ici, nous avons donc appris à administrer des bases de données avec l'interface graphique MySQL. Nous avons également vu comment on peut créer une base de données avec le langage SQL, comment nous pouvons insérer des données dans cette base de données. Nous avons également vu comment nous pouvons comment dirais-je, administrer du contenu dans ces bases de données-là afin de remplir les trois étapes qui sont donc associées à la création d'une base de données. On a dit qu'une base de données était composée donc des tables, des attributs, c'est-à-dire des colonnes, ainsi que des valeurs qui sont donc contenues dans cette colonne-là. Alors, cependant, nous avons donc vu que l'utilisation de l'interface graphique pour administrer les bases de données est limitée. Elle est limitée à beaucoup de choses parce que elle nous permet de faire uniquement certaines tâches restreintes, alors qu'avec le langage SQL, nous avons une possibilité de pouvoir atteindre d'une manière bien plus professionnelle et experte la communication avec nos différentes bases de données ou encore l'interaction. Nous pouvons donc créer en fait de l'interaction entre nous, utilisateurs, ainsi que nos bases de données. Chaque objet en informatique répond à un langage bien spécifique. En programmation, par exemple, pour pouvoir donc interagir avec le matériel de l'ordinateur, on a besoin en fait d'écrire des logiciels à partir d'un programme ou encore un langage de programmation bien spécifique. Donc, même chose avec les bases de données. Lorsque nous voulons donc interagir avec les bases de données, on a besoin d'utiliser un langage bien spécifique. Dans le précédent cours, nous avons donc vu en fait un certain contexte d'utilisation de ce langage-là, mais à partir de ce cours, nous allons donc, comment dirais-je, commencer l'étude structurée sur le langage SQL, qui lui-même veut dire Structured Query Language, c'est-à-dire langage de requête structuré. Alors, par conséquent, nous allons donc voir tout d'abord ce que c'est que le SQL en question. Mais avant tout, j'aimerais donc vous présenter w3schools.com. Vous voyez, en fait, au démarrage ou encore au début en fait, de cette formation, au début de ce cours, et je pense aussi que nous avons vu cela au début du cours, surtout du HTML5 et CSS3, nous avions dit en fait qu'il y a des ressources internationales que nous allons utiliser pour nos formations en tant que complément de cours. Et nous avons donc présenté W3 Schools comme étant, comment dirais-je, l'une des ressources que nous allons beaucoup plus utiliser tout au long de nos formations de base, puisque comme ces formations de base répondent à ce qu'on appelle une standardisation, donc par conséquent, il faut aller vers la source de ceux-là qui sont les leaders, les initiateurs des technologies que nous utilisons actuellement. Aujourd'hui, la technologie HTML5, CSS3 et j'en passe, tout ce qui construit aujourd'hui ce qu'on appelle le World Wide Web ou encore le web en général, sont donc aujourd'hui produits par une entreprise qu'on appelle le W3C ou encore le W3C. Le W3, à chaque fois que vous voyez W3, c'est l'abréviation de 3W. OK? En français, c'est 3W, mais en anglais, c'est W3, c'est-à-dire W3. Donc, W3 ou 3W veut dire tout simplement WWW. Donc, c'est W fois 3. OK? Donc, voilà donc pourquoi on met W3. Alors, je disais donc tantôt que ceux qui ont inventé aujourd'hui ce qu'on appelle le HTML, le CSS, on connaît déjà leur nom, mais l'organisation aujourd'hui qui est en charge de tout ce qui se passe dans le web, qui a donc créé en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui le World Wide Web, c'est le W3C. OK? C'est souvent aussi, parfois on peut dire W3C, on peut également dire, et comment dirais-je, on ne doit pas confondre cela avec le WCW.
OK? Donc ici, on parle du W3C, donc 3W Consortium, ou encore le World Wide Web Consortium. C'est le World Wide Web Consortium aujourd'hui qui est l'initiateur de ce qu'on appelle le HTML5 ou encore le HTML en général. Mais pas seulement le HTML, mais le HTML, le XHTML, le XML, le RDF, le SparkQL, le CSS, le XSL, le PNG, le SVG ainsi que le SOAP. Donc, tout ceci ont donc été créés par W3C. Mais le cerveau de W3C, parce qu'il y a toujours un homme qui a donc été celui-là que le Seigneur a béni par l'inspiration afin de pouvoir matérialiser cette technologie qui n'existait pas encore dans le monde dans lequel nous vivons. Alors cet homme-là, c'est lui qui s'appelle donc Berners-Lee. Donc c'est Tim Berners-Lee qui est donc, voici donc à quoi il ressemble. Donc Tim Berners-Lee, c'est lui qui est donc le créateur du HTML. Donc c'est aussi lui comment dirais-je, le fondateur de W3C et c'est également lui le directeur de W3C. Donc, il a nommé également quelqu'un d'autre comme PDG, j'ai oublié en fait son nom, mais voici celui qui est donc à la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui le HTML, celui qui est à la tête, celui qui a fondé aujourd'hui ce qu'on appelle le W3C ou encore le World Wide Web Consortium. À chaque fois qu'il y a de nouvelles technologies qui sont donc développées, comme des smartphones, des téléphones, des ordinateurs intelligents, etc., etc., c'est l'entreprise de cet homme-là qui permet aujourd'hui à ce que cette technologie puisse s'adapter au World Wide Web. Donc, il va donc créer comme ça des nouvelles versions qui s'adaptent donc à cette nouvelle technologie-là. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a pu avoir une version du HTML qui est capable maintenant de s'adapter aux technologies telles que les téléphones Android, les téléphones iOS, les smartphones, les iPhones, les tablettes, les ordinateurs intelligents, pardon, les télévisions intelligentes, etc., etc. Donc, Tim Berners-Lee est le maître du HTML, du CSS et tout ce qui constitue aujourd'hui le World Wide Web. Donc maintenant, vous savez maintenant, à chaque fois qu'on écrit W3 ou encore 3W, on parle ici en anglais de World Wide Web. Donc W3, c'est pour dire 3 fois W. Donc voici donc le cerveau du World Wide Web aujourd'hui. Donc c'est grâce à cet homme qu'on est capable en fait aujourd'hui de communiquer via ce qu'on appelle Internet ou encore le web, pas Internet, mais le web. Donc, c'est grâce à lui aujourd'hui que le web existe. Donc, cependant, allons donc sur le site Internet. Voici donc la première plateforme qui a donc été mise sur pied pour former de manière, c'est-à-dire de manière professionnelle, les gens sur le World Wide Web. Donc voilà donc pourquoi jusqu'aujourd'hui W3 Schools reste en fait la plateforme, comment dirais-je, le complément de formation le plus grand du monde du web jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas une formation en tant que telle, mais c'est ce qu'on appelle un complément de cours. Ça veut dire que lorsque vous faites cours, parce que ça, c'est le système américain. Donc, vous êtes en train de faire cours, mais à côté du cours, il y a ce qu'on appelle des ressources ou encore des compléments de cours. Le complément de cours est là pour essayer donc de complémenter en fait ce que le cours est en train d'être enseigné. Pardon, est en train de vous enseigner. Par exemple, tout ce que je viens de vous dire sur le W3C, par exemple, vous n'allez pas retrouver ça dans les compléments de cours. Tout ce que je viens de vous dire, par exemple, sur le fondement du HTML, tout ce que nous avons fait dans le précédent cours, par exemple, sur le HTML, le SQL et autres, vous n'allez pas forcément retrouver ça en fait dans le complément de cours. Mais avec le complément de cours, on sera donc plus
vif dans nos TP. Nos TP seront maintenant enrichis. Donc, tout le monde aura maintenant un guide pratique sur la manière dont il doit orienter et organiser ainsi que structurer ses travaux pratiques. Ça va donc devenir plus facile pour tout le monde de pouvoir donc étudier. Alors, comment utiliser un complément de cours? Beaucoup de personnes vont sur Internet pour chercher des formations et tombent sur des compléments de cours. Ils ne savent pas que ceci est un complément de cours. Par conséquent, lorsqu'ils vont donc vouloir l'appliquer à la maison, ils vont toujours ressentir en eux un grand vide. C'est-à-dire, il y a des compétences en fait qu'ils sentent qu'ils n'ont pas, malgré qu'ils ont toutes les ressources chez eux. Voilà donc pourquoi il faut toujours faire la différence entre un complément de cours, c'est-à-dire une ressource supplémentaire, et une formation à part entière. Le complément de cours est utilisé dans la formation et la formation utilise le complément de cours. Alors, notre complément de cours à cette étape de la formation va donc nous permettre de comprendre le SQL et de pratiquer dans le SQL. Alors, nous sommes dans la formation MySQL. Dans la formation MySQL, on utilise le langage SQL et grâce au complément de cours W3 Schools, nous allons donc voir comment mieux utiliser notre langage SQL. Une fois que nous aurons donc terminé cela, nous allons prendre un autre complément de cours pour d'autres types de projets. Alors, cela étant, sans toutefois tarder, voyons donc commencer notre étude sur le langage SQL en utilisant le complément de cours 3W, W3 Schools. Alors, tout d'abord, lorsque vous arrivez sur un complément de cours américain comme celui-ci, la première des choses, si vous ne comprenez pas l'anglais, donc vous faites un clic droit si vous êtes sur Google Chrome, puis vous faites une traduction en français. OK? Donc, ce n'est pas un crime de ne pas comprendre l'anglais. Donc, moi, je le dis toujours, vous n'avez pas à vous frustrer parce que vous ne comprenez pas l'anglais ou bien vous ne lisez pas l'anglais. L'anglais, en fait, ce qu'il vous faut beaucoup plus au niveau du monde anglophone, c'est le système anglophone. C'est lui qui est le plus important. Lorsque vous êtes dans le système anglophone, anglo-saxon, vous avancez mieux et vous êtes plus compétent lorsque vous apprenez. Parce que vous-même, vous allez voir, en fait, au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation. Bien, cependant, nous sommes donc dans le complément de cours SQL. Donc, tout d'abord, on nous fait un bref aperçu de ce que c'est que le SQL. Donc, une fois que vous avez traduit en fait votre page, vous pouvez donc commencer donc à lire. Alors, dans notre complément de cours, on ne va pas forcément faire en fait tout ce qui est dit au niveau du SQL. On va prendre dans le complément de cours ce qui est important pour notre formation. Alors, nous commençons donc par le SQL. On nous dit le SQL est un langage permettant donc de stocker, manipuler ou récupérer des données dans des bases de données. Donc voilà une définition assez claire et rapide en fait qui résume tout ce que nous avons dit sur le SQL. On dit donc exemple, il y aura donc des exemples en fait dans chaque chapitre. Voilà donc ce qui m'attire beaucoup plus dans les compléments de cours. Ce sont les exemples ainsi que les exercices. Donc c'est la chose, la ressource la plus importante dans un complément de cours. Alors là maintenant, la première, c'est-à-dire on nous donne un exemple en fait de voilà d'instruction SQL. Je pense que chacun sait déjà lorsqu'on fait select étoile from customers, chacun sait déjà aujourd'hui à quoi cela, comment dirais-je, rapporte. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est voilà, de commencer directement avec une introduction sur le SQL. En ce qui concerne le SQL, vous devez, comment dirais-je, avoir certaines informations capitales. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le SQL? Donc, vous devez donc savoir ce que signifie le SQL. Donc, SQL signifie Structured Query Language. En fait, ici, j'aimerais attirer votre attention sur une chose bien spécifique. Les questions telles qu'on les pose ici indiquent tout simplement dans le complément de cours quelles sont les informations à maîtriser. C'est-à-dire, théoriquement, qu'est-ce que vous devez d'abord maîtriser au niveau de la connaissance. Maintenant, on nous dit donc ici à l'introduction, tout le monde qui a fait le cours de SQL doit savoir ce que c'est que le SQL, ce que ça signifie, ce que ça permet de faire, surtout, voilà, et une petite histoire en fait sur le SQL. Et puis, que peut faire le SQL? Vous devez savoir ce que peut faire le SQL.
Donc, tout ce que peut faire le SQL, vous devez quand même savoir quelques données, en fait, ou encore quelques actions que vous pouvez effectuer avec le SQL. Nous avons vu dans le précédent cours que le SQL nous permet donc de pouvoir exécuter des requêtes sur une base de données parce que nous avons pu exécuter des requêtes dans notre base de données sans problème. On a pu créer des tables dans notre base de données. On a pu insérer des utilisateurs dans notre base de données et on a même pu faire des recherches dans la base de données. Donc, ça permet donc également donc d'extraire des données avec les commandes qui nous permettent donc de pouvoir effectuer des recherches. Nous avons vu comment insérer des enregistrements dans une base de données. Nous avons vu également comment permettre ou encore comment mettre à jour. Non, nous n'avons pas encore vu comment mettre à jour des enregistrements, mais le SQL permet également de le faire. Et ça, on va le voir également. Donc, comment également supprimer des enregistrements d'une base de données avec l'option delete. On va également le voir. Le SQL permet également de créer de nouvelles bases de données. Donc, ça permet de créer de nouvelles tables dans une base de données. Ça permet de créer des procédures. Alors, de nouvelles tables, on a vu comment cela se passe, mais bien évidemment, nous allons encore revoir cela plus tard. Alors, ça permet de créer également et stocker des informations dans une base de données. Ça permet de créer des vues dans une base de données. Ça également, on n'a pas encore vu cela et on va le voir plus loin dans notre formation. Ça permet de définir également les autorisations sur les tables et les procédures. Donc, ça également, on va le voir. Les autorisations, c'est quoi? Dans une base de données, il y a ce qu'on appelle les utilisateurs et chaque utilisateur a des droits bien spécifiques. Par exemple, dans la base de données d'une banque, comment dirais-je, le comptable n'a pas les mêmes droits que le directeur général ou encore le chef d'agence n'a pas les mêmes droits que, par exemple, la caissière. La caissière n'a pas les mêmes droits que le gestionnaire de compte, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que dans la base de données des clients de la banque, chacun a des autorisations restreintes. OK? C'est peut-être le chef d'agence qui peut avoir toutes les autorisations en tant qu'administrateur, mais les autres personnes, telles que la comptable, par exemple, la caissière, le gestionnaire de compte, ont des autorisations limitées. C'est ce qu'on appelle donc les autorisations sur les tables. Voilà donc pourquoi on dit SQL peut également nous permettre de définir des autorisations sur les tables, les procédures et les vues. Lorsqu'on parle des vues, ça veut dire quoi? Si je prends toujours le même exemple que j'ai pris tout à l'heure. Donc, disons par exemple qu'il y a une base de données dans une banque. Elle permet donc de stocker les comptes bancaires des clients. Aujourd'hui, elle est la personne qui est capable de voir le solde qui se trouve dans le compte bancaire d'un client. Il y a le gestionnaire de compte et il y a également même la caissière. Mais le comptable, comment dirais-je, par contre, on peut dire qu'il n'a pas le droit d'accéder en fait aux données en fait de l'utilisateur. Donc voilà en ce qui concerne donc comment dirais-je, voilà en ce qui concerne donc les autorisations, les procédures et les vues. Tout cela, on verra ça dans l'administration des bases de données. Donc vous voyez à quel point le langage SQL est puissant. C'est lui aujourd'hui qui est utilisé en fait dans la quasi-totalité des SGBD. C'est lui qui nous permet donc aujourd'hui de créer des bases de données pour n'importe quelle entreprise, que ce soit les banques, les entreprises de télécommunications, n'importe quelle entreprise. Donc avec l'administration des bases de données, on est comment dirais-je, capable donc de pouvoir administrer, créer des bases de données en fonction de ces entreprises-là. Alors, là maintenant, vous avez donc le SQL qui est donc un standard, mais bien que le SQL soit donc une norme ANSI ou bien ISO, il existe donc différentes versions de SQL. Donc maintenant, la version qui nous intéresse, c'est la version standard pour le SQL pour notre site web. OK? Donc, sans toutefois tarder, je vais vous ramener parce que ça, c'est en ce qui concerne ce qui nous intéresse. Voilà donc les informations qui nous intéressent les plus. Alors, au niveau de l'introduction, donc voilà. Maintenant, au niveau de la syntaxe de SQL, au niveau de la syntaxe, alors, nous avons ici ce qu'on appelle les tables de base de données, puisque nous avons dit en fait qu'une base de données est composée d'une table ou encore d'une ou plusieurs tables. Puis, dans les tables, nous avons donc ce qu'on appelle des colonnes ou encore, au lieu des colonnes également, on peut dire des attributs ou des propriétés. Et dans ces attributs ou des propriétés ou encore dans ces colonnes-là, nous avons ce qu'on appelle des valeurs. Donc, voici donc un exemple qu'on nous donne ici, OK, un exemple de base de données. Voici la table. Là, nous avons donc différents attributs ou encore différentes propriétés ou encore différents
colonne. Donc, ça, c'est la propriété Customer ID, donc l'idée du client. Ça, c'est Customer Name ou encore le nom du client. Ça, c'est Contact Name ou encore le nom, comment dirais-je, hein, le contact, le nom du contact. Et puis, nous avons Address, l'adresse, City, la ville, Postal Code, le code postal et Country, le pays. Donc, voici un exemple de base de données qu'on nous donne ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les colonnes. Donc, tout ce que je viens de citer là sont les colonnes. Maintenant, dans chaque colonne, on a ce qu'on appelle des valeurs. Donc, dans Customer ID, nous avons donc la valeur 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la colonne ou encore dans la propriété ou encore dans l'attribut Customer Name, nous avons donc les valeurs comme Alfred, nous avons Anna, nous avons Antonio, Around, nous avons voilà Benglin, etc. Donc dans la commande, dans la colonne contact name, nous avons également des valeurs. Dans la commande adresse, nous avons également des valeurs. Donc maintenant, vous savez exactement de quoi on parle. Et ça encore, c'est un rappel. Lorsqu'on parle donc de colonne, lorsqu'on parle d'attribut, lorsqu'on parle de propriété, ainsi que lorsqu'on parle de valeur. Alors, vous allez voir que lorsque nous allons faire le cours de Méris, il y a un cours dans le Webmaster qu'on appelle Méris. Vous allez voir que c'est un cours capital. Celui qui fait programmation, qui fait Webmaster, qui fait même dans comment dirais-je, surtout pour ceux qui sont spécialisés uniquement en programmation, mais qui ne fait pas le cours de Mérise, vraiment, il ne va absolument rien faire de bon dans sa carrière. Parce que le cours de Mérise, c'est un cours d'analyse informatique. Donc, c'est uniquement lui qui nous permet de pouvoir créer des applications qui répondent à des besoins bien spécifiques. Donc, il fait également partie, en fait, du cours qui vous permet de pouvoir innover, créer et inventer. Donc, ce cours-là est un cours capital lorsque nous avons donc déjà appris le SQL, lorsque nous avons déjà appris le HTML, CSS ainsi que le PHP. Donc, il nous faudrait donc apprendre le cours de Mérise. Alors, continuons donc avec notre... alors, au niveau de la syntaxe. Ici, la syntaxe est telle que, on l'a vu dans le cours précédent, on utilise la commande SQL, on utilise en fait ici, voilà, ça peut être en fait une valeur en fait de recherche ou encore un critère que nous insérons donc. Ça, c'est avec la commande select. Donc, on fait select, suivi donc du critère. Et là, on met from, et là, on met la table de recherche. Donc, ici, ça veut dire sélectionne. Donc là, imaginons qu'on a instruit à l'ordinateur à partir de ces instructions-là. Donc l'instruction qu'on donne à l'ordinateur, c'est la suivante dans cet exemple. Sélectionne-moi tous les utilisateurs de la table Customers. Sélectionne-moi tous les données de la table Customers. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Voici la table Customers ici. Donc toute cette table-là, c'est la table client ou encore la table Customers. Vous voyez que si je demande toutes les informations, ça va m'afficher cette table-là complète comme ça avec toutes ces différentes données. Parce que j'ai dit, affiche-moi toutes les données de la table Customers. OK. Alors, ce que je voudrais en fait, nous allons faire cela tout à l'heure, un instant. Puis maintenant, voilà, bon, ici sont les différentes explications qui ne sont pas trop importantes puisqu'on les a déjà vues pour la plupart. Alors ici, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse le plus. Là, maintenant, on dit certaines des commandes SQL les plus importantes. Ça sont les choses à noter. Voici les commandes les plus importantes du langage SQL. Il y a la, excusez-moi, il y a la commande select. Ça permet d'extraire ou d'afficher les données d'une base de données. Il y a la commande update. Update permet de mettre à jour les données d'une base de données. Par exemple, parfois, il y a parfois quelqu'un peut m'envoyer un message sur WhatsApp une fois qu'il a déjà eu son compte dans le campus Emantic et cette personne me dit Monsieur Biko, j'ai accès à mon compte sur le campus Emantic, mais cependant, mon nom n'est pas bien écrit. Donc, il y a une lettre de trop au niveau de mon prénom. Est-ce que vous pouvez corriger cela? Donc, moi, maintenant, ce que je fais, je vais donc dans la base de données et je fais donc une mise à jour. Et ça, avec la commande
update. Donc, c'est update qui nous permet de mettre à jour les informations qui sont déjà présentes dans une base de données. On verra comment ça s'utilise. Puis nous avons également la commande delete. La commande delete, elle permet de supprimer les données d'une base de données. Par exemple, quelqu'un n'est pas en règle dans le campus sémantique en ce moment-là, comme la personne n'est pas en règle, au lieu en fait comment dirais-je, d'aller fouiller parmi les membres, voilà quel est son nom et autres, de manière automatique, la base de données est déjà programmée de telle sorte à ce que si la personne n'est pas en règle, ça génère donc, ou encore, c'est la commande delete qui sera donc exécutée pour pouvoir donc supprimer le membre dans la base de données. Donc, insert into, donc l'on a vu cette commande-là dans le cours précédent, ça permet, comme son nom l'indique, de pouvoir insérer des données dans une nouvelle ou encore insérer de nouvelles données dans une base de données. Vous avez la commande create database. Create database, c'est une commande en fait qui nous permet de pouvoir créer une base de données et ça, nous avons vu cela dans le précédent cours. Vous avez alter database. On va parler de CRUD tout à l'heure. C'est un lapsus, mais on va parler de cela. Vous avez alter database qui permet tout simplement de modifier en fait une base de données. Par exemple, une base de données, en fait, le nom d'une base de données en fait a été mal écrit. Maintenant, je veux modifier le nom de cette base de données-là. En ce moment, je vais donc utiliser la commande alter database. Donc, alter database permet donc de pouvoir modifier une base de données. Create table. Ça également, nous l'avons vu dans le cours précédent. Ça permet donc de créer une nouvelle table. Donc, si je vais insérer une nouvelle table, par exemple, cette banque a donc créé une table, la table des clients. Donc, ici, on a le nom des clients, leur contact, leur adresse, voilà, ville et autres. Alors, maintenant, si elle va ajouter une deuxième table, par exemple, alors ça peut être, par exemple, la table des partenaires. En ce moment-là, elle va donc encore utiliser Create Table pour ajouter une nouvelle table à la même base de données. Donc, une base de données peut avoir plusieurs tables. On en reparlera. Alter Table, de même que Alter Database, permet de modifier une base de données, Alter Table permet donc de pouvoir modifier une table présente dans une base de données. Imaginons par exemple que lorsque j'ai créé donc la table pour les partenaires, au lieu de la nommer partenaire, j'ai fait une erreur par exemple en la nommant client. En ce moment, j'aimerais donc modifier le nom de ma table. Donc, par conséquent, je vais donc utiliser en fait le alter table. Puis, vous avez drop table pour supprimer une table ou encore create index pour pouvoir donc créer une clé primaire, une clé de recherche. Alors, les clés primaires, on en parlera également plus tard dans notre cours. C'est quelque chose de crucial dans chaque base de données. Une clé primaire ou encore un index est tout simplement une clé qui permet en fait de pouvoir identifier une donnée de manière unique dans la base de données. Mais maintenant, la clé primaire, normalement, c'est primary key. Cependant, l'index permet tout simplement de créer une indexation au niveau des recherches. On verra tout cela en fait pendant le cours. Maintenant, il y a drop index qui permet donc de supprimer un index. Dans le SQL, insert permet d'ajouter, alter veut dire modifier, update veut dire également mettre à jour. Vous comprenez donc qu'il y a une différence entre la modification et la mise à jour en SQL. Lorsqu'on parle de mise à jour, on parle de mise à jour de données. Lorsqu'on parle de modification, on parle de modification soit d'une table ou alors d'une base de données. Donc, on ne fait pas de mise à jour de base de données, mais on fait la mise à jour des données contenues dans une base de données. Je reprends. Il y a une différence dans le SQL entre une mise à jour et une modification. La mise à jour update, c'est-à-dire la mise à jour des données dans une base de données. Or, la modification alter en anglais veut dire modification. OK? Donc, quand on veut dire par exemple en anglais, il ne faut pas modifier le texte. On dit don't alter the text. Donc, lorsqu'on dit alter database, ça veut dire modifier base de données.
Donc, il y a une différence entre la modification, alter, et la mise à jour, update. Je préfère anticiper parce que la question qui revient souvent après cette explication est souvent la chose suivante. Il y a des gens qui peuvent souvent demander, est-ce que nous pouvons utiliser alter pour mettre à jour les informations d'une base de données? Alors ici, il faudrait savoir que euh, vous êtes dans l'expertise. Et comme vous l'avez certainement déjà remarqué, dans l'expertise, on fait très attention aux mots que nous utilisons parce que chaque mot maintenant veut dire quelque chose de bien particulier. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, je vais modifier ma base de données, alors que dans votre esprit, vous êtes en train de penser à mettre à jour les données de cette base de données-là. La mise à jour d'une base de données et la modification d'une base de données, c'est deux choses différentes. Donc, nous allons donc voir encore cela plus loin dans notre formation en pratique, bien sûr. Donc, voilà donc en ce qui concerne la syntaxe. On va donc, comment dirais-je, au suivant. Alors, maintenant, le suivant, c'est la première commande. Là, maintenant, intervient la pratique. La première commande, c'est la commande select. La première commande, lorsque vous étudiez le SQL, la première commande à maîtriser, c'est la commande select. OK? La commande select nous permet donc de pouvoir extraire les données d'une base de données. Ça, on le sait déjà. Les données renvoyées sont donc stockées dans une table et de, comment dirais-je, ce qu'on appelle donc la table de résultats. OK? Donc, voici donc comment la syntaxe. Une syntaxe, c'est quoi? Vous connaissez déjà. Donc, la syntaxe, on a vu ce que c'est qu'une syntaxe en algorithme. La syntaxe, c'est la manière dont on utilise un code, n'est-ce pas, en informatique. La manière dont un mot-clé, c'est-à-dire un mot interprétable par l'ordinateur et compréhensible par l'ordinateur, la manière dont ce mot est utilisé, c'est ce qu'on appelle la syntaxe de l'utilisation de ce mot. Donc, la manière dont on utilise select, c'est-à-dire, voilà pourquoi vous voyez donc select syntax. Donc, la syntaxe du code select ou encore de la commande select. Ça, c'est la première commande vue en SQL. OK? La commande select est celle qui permet donc d'extraire ou d'afficher les différentes informations ou les données qui se trouvent déjà dans une table d'une base de données. Donc, ça permet donc d'afficher ces données-là venant donc soit d'une table, pardon, comment dirais-je, soit d'une table tout entière ou encore des attributs d'une table bien spécifique. Comment elle s'utilise? On fait d'abord select, qui est donc le mot-clé. OK? Le mot-clé, c'est-à-dire le mot interprétable et connu et compréhensible par l'ordinateur, ici c'est select. Quand l'ordinateur voit select, quand l'ordinateur lit select, automatiquement, il sait déjà qu'il doit sélectionner des informations dans la table d'une base de données. Maintenant, on doit donc lui préciser quelles sont les informations qu'il doit donc sélectionner. Quelles sont les informations qu'il doit extraire et afficher. Ces informations se trouvent donc dans quelle colonne? Voilà donc pourquoi on précise donc les différentes colonnes concernées. Imaginez par exemple cette table qu'on a vue tout à l'heure, la table des clients, où il y avait le nom des clients, le prénom, etc., etc. Maintenant, nous voulons juste avoir les noms et les prénoms. En ce moment-là, on va donc dire select nom, virgule, prénom, et etc., etc. Ça, nous l'avons vu en pratique dans le cours précédent. Là, maintenant, je voudrais vous faire comprendre en fait l'utilisation de la commande select. Lorsqu'on fait select column 1, column 2, from, table name, ça veut dire on insère la commande select, puis on précise en fait les différentes colonnes. Si on veut afficher en fait les informations qui se trouvent dans toutes les colonnes de la base de données, pardon, ou encore de la table, en ce moment-là, nous allons donc mettre, au lieu des noms des colonnes, on va insérer étoile. On va faire select étoile from table. Donc ici, il n'y a que deux mots-clés dans cette instruction. Il y a le mot select et il y a le mot from. Ça veut dire sélectionne-moi les informations suivantes. Soit je précise en fait les informations particulières. Et là maintenant, je dis de la table. Et là, je précise le nom de la table. OK? Si c'est la table étudiant, je vais mettre étudiant. Si c'est la table professeur, je vais mettre professeur. Si c'est la table client, je vais mettre client, etc., etc. Tout dépend du nom que j'ai donné à la table lorsque j'ai créé la table à partir de la commande create table.
Donc, comment dire, la syntaxe d'utilisation de select, on a juste besoin et uniquement besoin de deux mots-clés. Les mots-clés dans W3 Schools sont écrits en bleu. OK? Donc, les mots-clés, c'est eux qui sont en bleu. Donc, quand j'utilise la commande select, j'ai besoin uniquement de deux mots-clés. Le premier mot-clé, c'est select et le deuxième mot-clé, c'est from. Le premier mot-clé me permet d'identifier ou encore de préciser à l'ordinateur les colonnes qui sont concernées par les informations à extraire. Puis le deuxième mot-clé me permet de pouvoir donc désigner la table qui est concernée par ces informations. Donc voilà. Et je dois faire attention, lorsque je désigne une colonne, le nom de la colonne que je désigne après select doit être identique au nom que j'ai donné effectivement à cette colonne lors de la création de la table en question. Et je dois toujours me rassurer que ces colonnes se trouvent effectivement dans la table que j'ai créée. Si la table, par exemple, c'est étudiant et que ici j'ai dit select par exemple numéro de téléphone from étudiant, ça veut dire qu'il y a une colonne qui s'appelle numéro de téléphone dans la table étudiant. Si cette table-là, pardon, si cette colonne-là ne se trouve pas dans cette table, alors aucune donnée ne sera donc extraite. Donc, on vous donne ici ces informations. Voilà. Donc, on nous a dit, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu précédemment, lorsqu'on fait select étoile from customers, on a donc ici des informations comme, voilà, pareil à ceci. Alors, bien évidemment, dans les explications de W3 School, vous avez également des indications supplémentaires. Là, maintenant, vous avez donc un exemple d'un select qui est utilisé en utilisant uniquement. Vous voyez, par exemple, ici. Là, voici la table. Cette table, c'est la table Customer, OK? Customers. Donc, cette table-ci, elle s'appelle Customers. Maintenant, dans la table Customers, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes, n'est-ce pas? Maintenant, cette colonne-là, dans chaque colonne, on a des valeurs. Maintenant, regardez cette requête. Voici un exemple, OK? Que va afficher cette requête? Select customer name, OK? City from customers. Alors, qu'est-ce que cette requête va faire pour vous qui êtes en train de, comment dirais, de suivre le cours en direct? Qu'est-ce que cette requête va faire? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que cette requête va, comment dirais-je, va afficher? Dans ce cours, nous sommes sur la compréhension des commandes. Puis après, nous allons réengager en fait nos séries de TP. Donc, qu'est-ce que cette commande va afficher? Voici la table en question. Et voici la commande. Select customers, customer name, city from customers. Oui, Leroux, allez-y. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ici, la commande select va d'abord, on demande de sélectionner le nom et la ville à partir du tableau customers. À partir de la table, pas du tableau. Oui, à partir de la table customers. Donc là, maintenant, quand là, on va insérer maintenant la table, ça nous sortira les différents noms et les différentes villes de chaque client ou soit chaque candidat. D'accord. Merci. Oui, Doucouré, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'allais répondre à la question. Bon, moi aussi, je peux donner ma proposition. Oui, allez-y. Oui, on a dit select customer name et city from customer. C'est-à-dire, on va demander à l'ordinateur de nous sélectionner le nom et la ville des clients de la table client.
D'accord. Exactement. Donc, Oui, c'est ma réponse. d'accord, vous avez tous les deux juste. Donc, effectivement, c'est cela. C'est cela. Donc, ici, il s'agit en fait juste pour euh, l'ordinateur, voilà, d'afficher en fait les différents noms ainsi que les villes, les noms et les villes en fait de chaque client présent dans la table client ou encore dans la table customers. OK? Donc, puis maintenant, on va donc repartir en fait. Alors, vous savez, à la fin de cette séance, à la fin de cette séance, le devoir que vous aurez en fait, que chacun va faire, c'est de créer en fait cette base de données. OK? Donc, vous allez recréer cette base de données avec les mêmes colonnes. Donc, les mêmes colonnes, Customer ID, Customer Name, vous voyez, sans espace, c'est-à-dire, vous voyez, les noms des colonnes n'ont pas d'espace. Donc, exactement comme c'est, avec les mêmes données, vous allez insérer les mêmes données, comme c'est là. Et puis maintenant, voilà, nous allons donc corriger cela au prochain cours. Donc, chacun va donc créer cette base de données-là. Et comme nous sommes en train donc d'étudier en fait les requêtes, chacun va les exécuter chez lui d'abord pour voir en fait que voilà ce que nous avons appris dans les commandes d'aujourd'hui sont les choses également que vous, comment dirais-je, que vous allez voir là-bas en temps réel dans la pratique. Et puis, lorsque nous allons donc solutionner cela, ça va devenir plus facile. Alors, donc là, select customer city from customers, customer name city from customers nous permet donc de comment dirais-je, afficher au résultat uniquement les noms et les villes de chaque client présent dans la table client. OK, donc voilà donc en ce qui concerne donc le langage, comment dirais-je, cette instruction-là. Alors voilà encore une autre instruction. Donc ici on dit select étoile from customers. OK, donc ici ça nous permet tout simplement, comme vous le savez déjà tous, d'afficher donc toutes les données de la table customers. Donc ça va afficher tout, les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les villes de tout le monde de la table customers, OK? Et ça va afficher cela dans une table résultat. Alors, ici, par exemple, je vois à chaque exemple, il y a un bouton, le bouton Essayez vous-même. Ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque je clique sur ce bouton, ça me ramène en fait vers une interface où je peux moi-même, comment dirais-je, essayer donc des commandes. Par exemple, ici, on dit instruction SQL. Select, et comment dirais-je, select customer name, voilà, CD from customers. Bon, ici, comme je suis en mode de traduction, donc ça traduit. Donc ça traduit même, voilà, CD est devenu ville et customer est devenu client. Donc ici, on dit modifier l'instruction SQL et cliquer sur exécuter SQL pour voir le résultat qui s'affiche. OK? Donc, ce qu'on me dit de faire, donc je vais d'abord afficher l'original. OK? Là, maintenant, je suis retenu en anglais parce que voilà, j'ai affiché l'original donc pour retenir au mode édition. En fait, avec W3 School, ce qui est merveilleux aussi, c'est que avec W3 School, vous pouvez maintenant faire, c'est-à-dire pratiquer les exemples en temps réel. Par exemple, ici, on dit edit ou encore modifier l'instruction SQL et cliquer donc sur exécuter, comment dirais le SQL pour voir donc le résultat qui s'affiche. OK? Par exemple, ici, au lieu de faire select customer ID et tout ça, j'ai fait select étoile from customer et puis j'ai fait run SQL. Automatiquement, ça m'affiche toutes les données. Vous voyez donc en fait ici que je suis capable en fait de pouvoir pratiquer mes exercices et voir donc en temps réel ce qui se passe. Donc après que W3 School m'ait donné en fait comment dirais-je, un exemple, c'est-à-dire un exercice, il me permet également de m'essayer donc moi-même de voir donc ce que les commandes donnent en temps réel avec leur plateforme. Donc c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, W3 School reste la meilleure plateforme mondiale pour tout ce qui est entraînement sur le développement web, donc pour les développeurs web. Donc, c'est une ressource dont vous devez vous devez vous familiariser. C'est cette ressource qui fait souvent que même si on modifie, même si W3C modifie maintenant la version du HTML ou bien du SQL, automatiquement avec leur W3 School, vous pouvez maintenant vous ressourcer vers les modifications qui ont été faites avec des exemples et des TP qui vous sont également proposés. Donc là maintenant, par exemple, je veux uniquement les adresses, donc je vais faire
select, disons, on va dire address, OK, from customers, je fais run SQL. Je vais mettre ça en majuscule, en minuscule, pardon. On me dit could not prepare the statement, no such column, address. Oh, bien, il y a sûrement une erreur que je fais au niveau. J'ai écrit adresse avec un D au lieu de 2D. Donc, j'ai écrit adresse avec un D comme en français. Donc, voilà. Donc, select address from customers. Donc, voilà. Ça m'a donc extrait donc uniquement les adresses, voilà, de la table customers. OK. Donc, si je refais par exemple select étoile pour m'extraire toutes les données de la table customer, ça me voilà. Maintenant, je veux par exemple uniquement chaque client, je veux connaître en fait là où chaque client réside, sa ville et son pays. OK? Donc, par conséquent, je vais faire donc select customer name, city et country. Donc, pour cela, je fais donc select donc customer name. Pas faire d'erreur sur le nom, donc sur les noms des colonnes. Customer name, city et country also. Donc, après cela, donc, je vais faire run SQL et là, automatiquement, ça m'affiche chaque client de la base de données, sa ville et son pays. Donc, voilà donc à partir de ma SQL, comment j'ai donc pu extraire donc cette base de données. Et ça, c'est uniquement, même pas, c'est-à-dire sans avoir à aller donc dans, comment dirais dans Apache. Donc, pour ceux, par exemple, qui se plaignaient hein, d'avoir peut-être Apache qui ne s'exécutait pas directement sur leur ordinateur, vous pouvez déjà commencer vos exercices avec comment dire, W3 Schools, mais la méthode en fait, hein, c'est-à-dire la meilleure façon de bénéficier de W3 Schools, c'est quoi? Lorsque vous êtes déjà entraîné avec des exercices pareils. Donc, ce que vous faites maintenant, c'est que vous essayez maintenant de recréer d'abord vous-même cette base de données sur votre propre, comment dirais-je, sur votre propre MySQL. Puis maintenant, vous exécutez ces commandes pour voir donc comment dirais si vous avez exactement les mêmes résultats. Alors, donc voilà. Donc, ici également, on m'a dit en fait de m'essayer moi-même si je voudrais donc essayer. Donc, voilà. Donc, voilà donc comment on utilise en fait W3 Schools. Donc, parce que quelqu'un pouvait cliquer sur essayer vous-même et puis bon, il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire ici. Et vous voyez par exemple ici comme on a traduit en français, lorsque je vais faire par exemple select customer name et ville from client, ça va me dire que c'est impossible, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas une colonne qui s'appelle ville. La colonne c'est city et non ville. Mais comme nous avons traduit avec, comment dirais-je, Google Chrome, ça a également traduit tout ce qui se passe. Voilà pourquoi je suis d'abord revenu à l'original avant donc de commencer à exécuter les commandes SQL. Donc, lorsque vous exécutez les commandes SQL pour vos propres exercices personnels, pour vos propres travaux personnels, voilà, il faut toujours retourner à l'original. Parce que, regardez par exemple, je vais cliquer sur exécuter SQL et bien que ça ait été en fait traduit, ça m'affiche toujours avec le mot city. Mais ce qui se passe, c'est quoi? En faisant comme ça, vous pouvez être confus parce que city, ce n'est pas ville. Ça, c'est une, comment dirais-je, c'est juste une conversion qui a été faite. Et voilà même pourquoi, comme c'est un mode de traduction, vous ne pouvez pas éditer la commande comme il se doit. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir éditer, automatiquement, voilà, ça va vous gêner avec les corrections et les traductions. Donc, la meilleure façon donc de travailler à partir de cette interface, c'est de revenir tout d'abord à, voilà, lorsque vous avez déjà lu ce qu'il y a à faire, voilà, j'ai déjà lu ce qu'il y a à faire, on me demande de modifier l'instruction SQL, voilà, en fonction des commandes que je connais en SQL et de voir donc le résultat qui va s'afficher. Donc, par conséquent, je peux donc retourner à l'original, afficher l'original et là, maintenant, je peux donc commencer à éditer, voilà, sans problème, ma commande. Donc, voilà donc comment cela se passe. OK, retenons donc à W3 Schools. Alors, W3 Schools va également vous permettre d'aller un peu plus loin que là où nous nous sommes arrêtés. Parce que le rythme que nous utilisons dans le système anglo-saxon est de permettre à ce que l'apprenant puisse toujours être un peu en avance
voire même beaucoup plus en avance que l'enseignement du professeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si on, comment dirais-je, hein, si on suppose que on s'arrête aujourd'hui sur la commande select, ok, afin donc de pouvoir permettre à ce que chacun puisse apprécier la commande select, ça veut dire que vous pouvez maintenant continuer, c'est-à-dire avant le prochain cours, vous ouvrez maintenant par exemple select distinct et vous commencez maintenant à étudier select distinct, qui est également une autre variante de la commande select, ok? Donc, par conséquent, voilà, vous commencez donc à étudier comment est-ce que ça s'utilise. Vous avez les exemples et vous essayez les exercices. Donc, ça vous permet donc déjà hein, d'être un peu dans le bain avant que le professeur ne vienne donc faire ce cours. Comme ça, lorsque le professeur vient faire ce cours, c'est-à-dire vous n'êtes pas comme quelqu'un qui est en train de démarrer le cours à zéro. C'est-à-dire vous êtes déjà à un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir accélérer votre compréhension lorsque le cours va reprendre. Donc, voilà pourquoi également vous devez utiliser cette ressource qui va vous permettre de pouvoir accélérer votre compréhension. Donc, voilà donc comment nous allons procéder. Donc, je prends donc, bon, ça c'est donc la commande select, c'est la commande que nous venons donc de voir, ok? Donc, ce n'est pas tout. Avec la commande select, nous avons plusieurs autres, autres aspects de la commande select que nous devons voir. Par exemple, vous voyez que depuis que nous utilisons la commande select, voilà, nous sélectionnons uniquement des données bien spécifiques, par exemple. Imaginez par exemple que je voudrais que, par exemple, vous sélectionnez disons, chaque utilisateur, disons que si je vous demande par exemple de sélectionner chaque utilisateur qui vit uniquement au Mexique. Vous voyez par exemple, il y a deux utilisateurs qui vivent au Mexique. Il y a l'utilisateur numéro 2 et l'utilisateur numéro 3. Imaginons par exemple que je vous demande de sélectionner uniquement les personnes qui vivent au Mexique, les clients qui vivent au Mexique. OK? Vous voyez que seulement avec la commande select et from, ce n'est plus suffisant. Il faut maintenant préciser parce que select permet de dire à l'ordinateur d'extraire les données dont on a besoin. Donc, on a besoin de quelles données ici? On a besoin comment dirais-je, du pays, voilà, et du nom. OK? Donc, on a besoin du nom et du pays. Maintenant, si on fait seulement select customer name et country from customers, ça va nous sélectionner toutes les personnes de la base de données, leur pays ainsi que leur nom. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut certes les noms et les pays, mais uniquement de certaines personnes bien spécifiques, les personnes qui vivent au Mexique. Donc, par conséquent, je dois donc préciser après cela. Et la précision, nous allons voir donc cela tout à l'heure. Et la précision où, c'est-à-dire where, nous allons voir cela tout à l'heure. Alors, ça traduit cela en où, tout simplement parce que j'ai traduit en français. Donc, ici, je vais afficher l'original pour voir en fait les vrais termes. Donc, il y a select, il y a select distinct, il y a select where, c'est-à-dire la clause where. Donc là, ce qu'on va donc, comment dirais-je, ce qu'on va donc ajouter à la commande select pour spécifier, on appelle ça une clause. Et donc la clause que nous allons donc beaucoup plus utiliser pour les, comment dirais-je, pour spécifier, c'est la clause where. Maintenant, allons tout d'abord dans select distinct. OK? Donc, select distinct. On dit l'instruction SQL select distinct. L'instruction SQL select distinct est utilisée donc pour renvoyer uniquement des valeurs distinctes ou encore des valeurs différentes. OK? Donc, dans une table, pardon, dans une table, une colonne contient souvent plusieurs valeurs doubles. OK? Et parfois, vous voulez seulement lister les différentes valeurs distinctes. OK? L'instruction select distinct est utilisée pour renvoyer uniquement des valeurs distinctes ou encore des valeurs différentes. Voici donc sa syntaxe. Vous faites select et vous ajoutez distinct, OK? Qui est une instruction, comment dirais-je, qui n'est plus une commande, mais ça devient maintenant une instruction. Lorsqu'une commande SQL est utilisée seule, on appelle cela une commande. Lorsqu'elle est précédée par d'autres données, comme distinct, etc., column 1, on appelle cela une instruction. OK? Donc, select
distinct en elle-même devient une instruction. OK? Alors, on nous dit donc que select distinct nous permet donc de pouvoir sélectionner ou afficher des données différentes d'une même colonne, même parfois de plusieurs colonnes. Alors, base de données et démonstration. Alors ici, voici donc toujours notre base de données. Voici donc un exemple. Select country from customers permet donc de pouvoir sélectionner en fait tous les pays en fait de notre base de données. Maintenant, regardez. Vous voyez par exemple dans la colonne pays, la colonne country, nous avons plusieurs pays, n'est-ce pas? Germany, l'Allemagne, Mexico, le Mexique, Mexico encore, le Mexique, UK, les Royaumes-Unis, donc United Kingdom, et Sweden, la Suède. Maintenant, ici, on nous demande donc, si on demande à l'administrateur des bases de données, nos clients là, nos clients nous viennent de quel pays? Voici la base de données des clients. Nos clients nous viennent, quels sont les pays dans lesquels nous avons des clients? Vous voyez par exemple que là, est-ce qu'on va dire qu'il y a par exemple 1, 2, 3, 4, 5 pays? Non, il n'y a pas 5 pays, puisqu'il y a un pays qui est doublé, le Mexique. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, en tout, dans notre base de données, nos clients nous viennent en tout de 4 pays. Mais vous voyez que dans la clause, pardon, dans la colonne country, le Mexique, il y a 2 clients qui nous viennent du Mexique. Voilà pourquoi le Mexique apparaît 2 fois dans la colonne country, la colonne pays. Cependant, si vous faites select country from customers, ça va uniquement vous afficher tous les pays, n'est-ce pas? Même ceux qui ont été, comment dirais-je, doublés 2 fois. Voyons essayer par nous-mêmes. Donc, je clique donc sur Essayez vous-même. Puis, je viens donc là et je clique sur Afficher l'original. Et là, on me dit Select Country from Customers. Si je clique uniquement là, ça me sort les pays. Maintenant, regardez, il y a des personnes qui ont été inscrites en Allemagne. Il y a plusieurs personnes qui nous viennent de l'Allemagne, plusieurs personnes qui nous viennent du Mexique, plusieurs personnes qui nous viennent des Royaumes-Unis, de France. Il y a France déjà 2 fois, il y a Espagne. Vous voyez, donc là maintenant, on ne sait vraiment pas quels sont les pays uniques auxquels sont donc associés nos différents utilisateurs. Donc, pour faire cela, parce que là, j'ai 91 résultats avec des pays qui se répètent, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les pays distincts. Je veux uniquement savoir d'où me viennent mes clients. Donc, par conséquent, je vais donc faire Select Distinct. Donc, je vais donc ajouter Distinct Country from Customers. Donc, Run SQL. Et là, j'ai donc au total 21 pays. Donc, voilà, aucun pays ne se répète. Donc, ça me permet de voir exactement d'où me viennent mes clients sans avoir des informations qui se répètent. OK? Donc, voilà en fait à quoi sert, comment dirais-je, l'attribut donc distinct ou encore l'instruction distinct. OK? Donc, lorsque nous voulons donc avoir ce type d'information. Alors là, je suis donc à la barre de, comment dirais-je, de traitement à gauche. Je vais encore d'abord afficher l'original. Et là, je vais donc voir SQL Where. Donc, SQL Where. Nous sommes toujours sur la commande Select. Maintenant, je vais voir donc Where. OK? Alors, Where, c'est une clause. La clause Where nous permet donc de pouvoir spécifier une action, que doit donc exécuter une instruction SQL, Donc, par exemple, ici, parce que nous avions déjà donc parlé de ça, on dit where est une clause. Donc, je vais retraduire. La clause where est utilisée donc pour filtrer les enregistrements. Donc, la clause where est utilisée également pour extraire uniquement les enregistrements qui remplissent donc une condition bien spécifique. Alors là, nous avons donc la syntaxe d'utilisation de la clause where. On fait select suivi donc de ce que nous voulons donc, voilà, vous le connaissez déjà, from, voilà la table concernée. Maintenant, where, condition, donc where, condition, pour qu'un résultat puisse émettre de cette syntaxe, il faut toujours que la condition soit vérifiée. Donc, si la booléenne est
vrai, en ce moment-là, vous aurez donc un résultat. Si la booléenne est fausse, vous n'aurez pas de résultat. Alors, laissez d'abord, comment dirais-je, laissez d'abord ce côté-là. Prenons un exemple. Voici toujours notre base de données ici. OK? Maintenant, on nous dit where, exemple de clause. Voici un exemple. Select étoile from customers. Donc, ordinateur, sélectionne-moi toutes les données de la base de données client ou encore de la base de données customers. Maintenant, il faut sélectionner toutes les informations de cette base de données uniquement là où country est égal à Mexique. C'est-à-dire, tu sélectionnes uniquement les données de la table customers qui correspondent ou encore qui habitent au Mexique. Sélectionne-moi tous les clients de la table customers qui habitent au Mexique. Where country est égal à Mexico. Où le pays est égal à Mexique. Je traduis ça d'une autre manière. Ordinateur, sélectionne-moi toutes les données de la table client où le pays de chaque client est, ou encore où le pays de ce client est égal au Mexique. OK? Alors, pour que vous voyez un peu comment cela se passe, on va donc essayer donc cette commande pour voir le résultat. Par exemple, j'aimerais avoir tous les clients qui sont donc, comment dirais-je, qui sont au Mexique. Donc, voilà donc pourquoi on dit select étoile from client ou encore from customers where country est égal à Mexique. Ici, j'affiche l'original et là, je vais donc faire run SQL. Et là, on m'affiche uniquement les clients qui sont au Mexique. Donc, et j'ai demandé en fait toutes les informations. Donc, on m'affiche leur customer ID, on m'affiche leur nom, leur contact, leurs adresses, leur ville, leur code postal, mais pourvu qu'ils soient au Mexique. Donc, ici, on a donné une condition. La condition, c'est que ces utilisateurs-là soient au Mexique. Maintenant, voici un autre exemple. Nous allons essayer par nous-mêmes une autre commande dans l'interface d'exercice de W3 Schools. Alors, disons par exemple que nous voulons maintenant sélectionner tous les utilisateurs qui vivent en France. En ce moment-là, on va faire select. OK? Alors, disons que nous allons sélectionner tous les noms et uniquement, donc on veut uniquement les noms des utilisateurs qui vivent en France. On ne veut plus autre information. On veut uniquement les noms des utilisateurs qui vivent en France. En ce moment-là, donc si je fais select, et là maintenant je dois donc préciser, le nom ici dans ma base de données c'est quoi? C'est customer name. Donc sélectionne-moi dans la, comment dirais-je, tous les noms, donc customer name, on précise la table, ok? Select customer name from la table customers, ok? Donc, from customers, ça veut dire where country est égal à, j'ouvre les guillemets de 4 et là je précise, est égal à France. Puis je fais point virgule. Une fois cela effectué, donc voilà, je reprends, comment dirais-je, l'explication de la commande. Ici, je suis en train de dire à l'ordinateur ou encore à ma base de données, bon, je vais dire l'ordinateur. Ordinateur, sélectionne-moi tous les noms des clients ou encore, ordinateur, sélectionne-moi tous les noms de la table client où le pays est égal à la France. En ce moment, je vais donc exécuter la commande run SQL et là, j'ai uniquement les noms des pays ou encore les noms des clients qui sont en France. Mais là, je me rends compte que lorsque j'affiche en fait ces données-là, je n'ai que uniquement les noms. Bon, disons que je veux aussi ajouter quand même le pays. Je voudrais que le pays soit précisé. Donc, je vais donc ajouter dans l'affichage ou encore les informations que je voudrais donc afficher, au lieu seulement de mettre uniquement le nom, qu'ils affichent aussi le pays, donc country. Voilà. Donc, ça va donc devenir ordinateur, sélectionne-moi les noms et le pays de tous les clients ou encore de la table client où le pays est égal à la France. Là, je vais donc faire run SQL
Et là, ça m'a ajouté donc ici, indiquer les pays. Donc voilà. Donc je viens donc de sélectionner tous les utilisateurs ou encore tous les clients qui se trouvent en France. OK. On repart dans notre clause where. Donc ici, voici par exemple lorsque vous voulez faire voici la condition where. Where c'est la condition. Dans cette condition-là, vous voyez donc que le pays ici est une chaîne de caractères. Le pays est de type chaîne de caractères. Voilà donc pourquoi, comme c'est une chaîne de caractères, on met cela entre guillemets de 4. OK? Donc, voilà pourquoi on a mis ça entre guillemets de 4. Par contre, vous voyez par exemple que le Customer ID, OK? Le Customer ID, donc ce champ-là, ici nous avons juste des chiffres, n'est-ce pas? Comme nous avons des chiffres ou des nombres, ce que nous allons faire, on appelle ce type de champ des types à caractère numérique. Vous le savez déjà. Donc, imaginons par exemple que voilà, je veux uniquement, comment dirais-je, je veux uniquement le nom et le pays de n'importe quel utilisateur qui a pour Customer ID est égal à 1 par exemple. En ce moment-là, je vais mettre where Customer ID, donc Customer ID est égal à 1. Alors, ici, quelqu'un pourrait être tenté de mettre 1 entre guillemets comme ça. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que le champ Customer ID a été défini de type, comment dirais-je, de type integer, donc entier. Donc ici, on va enlever les guillemets parce que ce n'est pas une chaîne de caractères, donc ce n'est pas un texte. Donc comme c'est un nombre, on va le laisser comme ça. Donc là, maintenant, je vais faire Run SQL. Vu qu'il n'y a qu'un seul utilisateur qui a pour identifiant 1, et c'est Alfred Forterskis, donc en ce moment-là, voilà donc c'est uniquement son nom qui est sorti. Donc, voilà la différence entre les colonnes qui ont donc des valeurs numériques et les colonnes qui ont des valeurs, comment dirais-je, alphanumériques ou encore même texte, chaîne de caractères. OK. Là, nous avons encore des exemples que vous pouvez donc utiliser. Voici l'exemple dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Pour les champs de texte et champs numériques. Donc, on vous explique ici la différence entre les deux au niveau de l'utilisation et c'est ce que je viens encore de vous faire comprendre. Alors, maintenant, les opérateurs de la clause where. Ça, c'est quelque chose de très important, chers amis, que vous devez connaître en tant qu'administrateur de base de données. Les opérateurs de la clause where. OK? Vous voyez par exemple ici, nous avons utilisé un opérateur. Regardez par exemple ici, nous avons utilisé un opérateur égal à. OK? Égal à. Imaginez par exemple que je veux, comment dirais-je, hein, je vais afficher tous les utilisateurs par exemple où le Customer ID est supérieur à 1. En ce moment-là, je vais mettre comme ça, supérieur à 1 et je vais run le SQL. Donc, tous se sont donc affichés sauf Alfredo qui lui est égal à 1. OK, repartons là-bas pour que je vous montre donc les différents opérateurs. Donc, lorsqu'on parle d'opérateurs, c'est ici en fait qu'on les utilise dans la clause where, dans la condition. De la même façon que vous avez utilisé les opérateurs en algorithme dans la condition, comment dirais le si et le sinon. Donc, ici également, voilà, vous utilisez les conditions. Vous voyez en fait comment est-ce que toutes ces bases se réunissent ensemble. L'algorithme, comment dirais-je, le langage SQL, le HTML, vous voyez que ça se synchronise. Donc, voilà donc pourquoi aujourd'hui, vous êtes capable de mieux comprendre le concept de valeur, de variable, de mémoire, de propriété, parce que vous avez commencé par l'algorithme. Donc, là, on repart donc au niveau de nos opérateurs. Ça, c'est les opérateurs logiques de la clause where. OK? Donc, le premier opérateur, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, l'opérateur égal ou encore l'opérateur equal. OK? Là, nous avons donc l'opérateur différent de ou encore not equal to. OK? Là, nous avons l'opérateur supérieur à, donc en anglais greater than. Puis, vous avez donc less than, donc inférieur à. Puis, vous avez supérieur ou égal à, vous avez inférieur ou égal à, puis vous avez entre,
Donc, pour SQL, lorsque vous voulez dire entre tel nombre et tel nombre, ce qui, par exemple, nous voulons, par exemple, connaître les différents jeunes ou encore tous les informaticiens qui doivent aller à la retraite à la fonction publique. En ce moment-là, bon, on peut par exemple dire quelles sont les personnes qui sont âgées ou encore qui doivent aller à la retraite, par exemple, dans 4 ans. Donc, en ce moment-là, on peut utiliser donc le between ou encore entre ceux qui sont compris donc entre par exemple disons 50 je sais pas 53 ou bien 54 ans et 50 disons 8 ans, voilà, entre ceux qui sont compris entre cet âge-là. Bref, vous voyez un peu de quoi je veux parler lorsqu'on utilise en fait la clause between. Aussi, par exemple, si on veut dire les personnes qui sont âgées entre tel âge et tel âge dans notre base de données, on va donc prendre la clause, pardon, l'opérateur between. Donc, pour dire entre, OK? Donc, en anglais, par exemple, lorsqu'on veut dire entre toi et moi, OK, qui est le grand frère? OK, donc on peut dire par exemple between you and me, OK, donc mais c'est un peu archaïque de l'utiliser comme ça. Donc, mais sachez tout simplement que between ça veut dire entre, ça veut dire au milieu, OK. Donc voilà. Maintenant, like, ça veut dire comme, un peu comme quand je vais dire par exemple, je suis comme un président, je suis comme le président des États-Unis. Donc le comme là, donc voilà, donc c'est de ça qu'on parle ici. Donc c'est aussi un opérateur, ok, un opérateur logique. Et il y a également in, ok. Il y a également in. Par exemple, je voudrais donc, par exemple, les personnes euh, extraire tous les clients de la base donnée, donc nom et pays, ou donc where pays, pardon, country, where country, like, ouais, c'est un mot-clé, donc c'est pourquoi ça met ça en bleu. Where country, like, disons par exemple FR, ok? Donc, run SQL. Oh, cette donnée est inexistante pour l'instant. On va voir cela dans un autre exemple. Ah, d'accord. Mais ce qu'on va faire, attendez, d'abord, je retourne au niveau des clauses. Donc, voici tout d'abord les opérateurs. Donc, voici au niveau des opérateurs. Le like que je voulais utiliser tout à l'heure est utilisé en fait pour les critères des recherches. OK? Donc, je ne sais pas à quelle profondeur vont leurs bases données pour le moment. Donc, on va d'abord commencer, hein, comment dirais-je, opérateur par opérateur, à partir donc des prochains syntaxes. Alors, maintenant, voyons tout d'abord en fait la syntaxe suivante. Donc là, c'est and, or, not. And, or et not. Ça également, ce sont des opérateurs logiques. OK? Ce sont des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, on les voit donc à partir de la prochaine séance. Pour ne pas vous embrouiller, faites ce que nous faites de SQL intro, les exercices du SQL intro jusqu'aux exercices du SQL where. Parce qu'à partir de là, maintenant, on commence donc avec les autres, comment dirais-je, commandes, les insert et autres. Mais avant ça, on doit voir donc les commandes, les autres opérateurs logiques qui les accompagnent, le and or not. Donc, pour cela, comme c'est un autre sujet, donc vous imprégnez donc de l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure. Donc vous allez donc créer maintenant dans MySQL, donc en réel, vous créez donc cette base de données que ce site utilise pour pouvoir donc faire des exercices afin donc de voir si vous êtes donc capable aujourd'hui de créer la même base de données de clients que eux. Donc c'est un exercice que je vous donne et puis maintenant à la séance prochaine, nous allons donc corriger cela. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à ce que nous avons vu depuis tout à l'heure?
C'est bon pour tout le monde? D'accord. Ok, donc voilà, nous allons donc, comme tout a été clair pour tout le monde, nous allons donc arrêter la séance pour aujourd'hui. Donc, dans le prochain cours, nous allons donc commencer par traiter le TP qui vous a donc été demandé de réaliser. Puis maintenant, nous allons donc procéder avec les autres instructions. Et les autres instructions que nous allons donc voir va donc, comment dirais-je, hein, euh, vont donc nous permettre en fait de pouvoir insérer d'autres données ou encore traiter. Parce qu'à la fin, nous allons convertir notre base de données en français. Hein, donc, là où il y a Germany, vous allez donc mettre à jour Germany et puis vous allez mettre cela en Allemagne, etc. Mais pour l'instant, faites d'abord de manière identique, hein, vous reprenez la base de données en fait qui a été donnée dans W3 Schools. Et dans les exercices que nous allons voir dans le cours, vous allez donc voir comment est-ce que, avec les commandes toujours SQL, vous serez à la fin capable de transformer cette base de données en anglais sans la recréer en utilisant uniquement les commandes SQL. Vous saurez comment modifier la base de données, vous saurez comment mettre à jour la base de données, etc., etc., etc. Donc, en espérant que cette séance a été donc instructive pour chacun d'entre vous à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain cours de cette formation. Merci et nous allons donc arrêter l'enregistrement de cette séance.